Merci pour les interventions précédentes riches et sur lesquelles je vais essayer de m'appuyer pour avoir un moment de recul. C'est un choix qui a été fait par François Giannocaro d'alterner l'expérience de terrain pragmatique avec une vision peut-être plus institutionnelle et de recul au travers d'une mission qui est relativement récente, qui a été créée par le préfet de zone de défense et de sécurité sud au mois de juin 2017 et qui vise à une coordination opérationnelle sur la prévention des inondations. On en reparlera. Le sujet d'aujourd'hui est donc cette entraide intercommunale en matière de gestion de crise. On l'a vu au travers des interventions préliminaires d'Hubert Falco et du préfet du Var. C'est aujourd'hui une évidence pour tout le monde, une réalité, une évidence qu'on voit s'exprimer bien sûr au moment d'événements. On en a parlé juste à l'instant avec la ville d'Hyères et plus précédemment sur le syndicat de l'argent, où face à des événements, à la fois en période de crise pour des enjeux d'observation, de remontée d'informations, d'anticipation, et également et surtout en période de post-événement et de retour à la normale, où les moyens doivent être considérables, où les territoires sont impactés, cette solidarité et cette entraide s'expriment. Elle s'exprime aussi aujourd'hui, au-delà des faits et de la réactivité lors d'événements, dans des démarches et dans des outils techniques, réglementaires qui sont en développement. On a parlé de certains outils. Bien sûr, aujourd'hui, à la lumière de l'application de la directive inondation, on a ces fameuses stratégies locales dont les territoires sont dotés pour les territoires à risque important, qui visent justement un regard de bassin versant ou interbassin pour travailler à une certaine collaboration, solidarité, notamment sur la gestion de crise et pas que. Et on l'a vu dans les outils plans d'action cofinancés. On en a parlé avec Olivier Audy-Berthoin, ces fameux PAPI, programme d'action pour la prévention des inondations, qui prônent cette solidarité et cette coordination à l'échelle d'un bassin, notamment sur la gestion de crise, même si les financements sont parfois un peu limités en la matière. On l'a dit également, on a parlé de compétences GEMAPI, de PCI, de liens communs PCI et syndicats. On est dans cette voie et dans le sens des évolutions législatives aujourd'hui qui visent à donner plus de poids, plus de rôle, plus de responsabilité à l'intercommunalité. Et puis, concrètement, sur le terrain, c'est vrai que c'est une réalité croissante. On le voit aujourd'hui, vous êtes venus nombreux et on va le voir au travers de la journée et du partage d'expériences. Cette réalité croissante des organisations territoriales et des intercommunalités qui, avant même l'expression de la solidarité, doivent réfléchir en interne à leur organisation, à leur place dans la gestion de crise. Et on voit que les réflexions sont parfois en cours, notamment sur les syndicats de rivière, avant même de mettre en place cette solidarité de façon effective. On l'a dit également, je crois que monsieur le préfet disait il n'y a pas de normes en la matière. C'est vrai qu'il n'y a pas de standard et même si on va dans un sens législatif et une évolution, je dirais, normale des choses, d'autant plus qu'on est dans des contextes contraints au niveau financement, qui nécessite donc cette expression de solidarité. On n'a pas de standard et peut-être heureusement parce que ça laisse toute latitude. Je crois que Olivier Audy-Berthoin parlait finalement de configuration variable. Oui, en effet, il n'y a pas de règles aujourd'hui, pas de normes, pas de méthode forcément établie. Par contre, on a des bonnes pratiques. On va le voir tout au long de la journée et il est un enjeu clé de pouvoir échanger en interterritoire sur ces bonnes pratiques pour éviter peut-être des impasses sur lesquelles certains sont allés, bénéficier du retour d'expérience et se saisir peut-être des outils et des pratiques innovantes et intéressantes et efficaces surtout en la matière. Et puis, je le disais, c'est peut-être très bien aussi d'avoir une possibilité d'interprétation et que chaque territoire puisse se saisir du sujet sans avoir un dogme qui s'impose à lui et de pouvoir l'adapter aux contextes locaux. Tout à l'heure, François Giannocaro revenait sur le terme de camaraderie. Je pense qu'il ne faut pas... et on a parlé de volonté politique également, je crois, avec Olivier Audy-Berthoin. Oui, il ne faut pas se leurrer. La solidarité nécessite une vraie volonté politique et parfois les affinités
solidarité, la camaraderie, pourquoi pas, la fraternité, la cohérence géographique fonctionnelle font que oui, elle va s'exprimer plutôt à certains endroits qu'à d'autres. On va avoir ainsi, en fonction du contexte local, politique, géographique, fonctionnel, des moyens à disposition ou des moyens absents, des fragilités de certains territoires, des forces d'autres territoires, des approches variables qui vont dépendre également dans l'expression concrète de terrain du type de risque, de son ampleur, du niveau de conséquences. Et puis on va le voir juste après, on voit des solidarités qui se mettent en place à différentes échelles et qui peuvent être cumulatives et différentes thématiques. Je me suis placée sur du risque inondation du fait de ma fonction. On considère un bassin versant qui vous est présenté en haut de la diapositive. Et on l'a dit tout à l'heure, malgré les évolutions et malgré cet avenir souhaitable d'une solidarité intercommunale et qui commence à s'exprimer, le socle de la gestion de crise reste l'échelon communal. Et malgré toutes les évolutions et toutes les volontés du gouvernement ou d'autorités locales, le maire conserve sa responsabilité aujourd'hui en matière de sécurité publique, de sauvegarde et de direction des opérations de secours. Il a, en matière de prévention des inondations, du fait de ses pouvoirs de police générale, police spéciale et de ses compétences en urbanisme, des actions très fortes. En matière de gestion de crise, il se doit d'informer ses administrés, d'avoir des systèmes d'instrumentation, de surveillance et d'alerte adaptés et d'assurer bien sûr l'organisation de la gestion de crise et des actions de sauvegarde et de secours sur son territoire. Ce qu'on peut voir dans les faits sans avoir quelque chose d'institutionnalisé, on l'a dit tout à l'heure, et sans viser pour ce premier point une structure EPCI ou une communauté d'agglomération ou une métropole, on a de la solidarité historique entre communes voisines. Parce qu'on va mutualiser des moyens d'intervention, on en a parlé avec hier, des moyens de pompage, des moyens de nettoyage, peut-être des centres d'hébergement. Il peut y avoir également entre les communes, on a parlé avec le représentant de la commune d'hier, également des réserves de sécurité civile communale. Il peut y avoir des conventions bilatérales entre des communes pour avoir une entraide réciproque entre ces outils de mobilisation bénévole pour gérer un événement et venir en appui notamment du retour à la normale. Bien sûr, parfois, au-delà des bonnes pratiques et des conventions, ça peut être inscrit dans une planification dédiée. On a parlé d'un outil, alors qu'on disait outil phare, outil emblématique, qui est le plan intercommunal de sauvegarde. On peut avoir sur des communes avoisinantes, François Giannochero me citait par exemple les Deux-Alpes, une expression dans la formalisation et dans une planification bien établie de cette solidarité. Et puis bien sûr, il y a à l'échelle institutionnelle de collectivités territoriales, de structures intercommunales et de PCI, où on peut voir bien sûr ces plans intercommunaux et voir s'exprimer une autre forme de solidarité. Et puis, je l'ai dit, il y a bien sûr le bassin de risque, le bassin versant qui va permettre également à des syndicats de rivière d'avoir également certaines actions pour mutualiser des moyens, pour mutualiser également de l'expertise, venir en appui aux collectivités pour interpréter des données météo et hydro qui sont parfois pas faciles à interpréter, pour anticiper et engager au plus tôt des actions opérationnelles efficaces. On a dit il y a le bassin versant, mais parfois un bassin versant peut être de taille limitée et pas représenter une grande partie du département comme le bassin versant de l'Argent. Et il va falloir aller chercher une entraide à l'extérieur du bassin versant. Donc on peut avoir également des solidarités qui s'expriment inter-bassin versant. L'exemple, on parlait de janvier 2014 tout à l'heure. Je me souviens, pour avoir suivi cet événement en appui à la préfecture, à la DDT en retour d'expérience, que d'autres bassins versants et au travers du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques se sont mobilisés pour venir en action solidaire, aider à nettoyer, pour faire du relevé de l'aise de crue et assister au mieux les collectivités et les syndicats qui étaient impactés.
on change d'échelle et on prend encore plus de recul géographique, il y a également une expression de cette solidarité des outils et des pratiques au niveau départemental. Avant de vous parler de la partie État, on peut citer différentes choses. Je vous parlais de réserve sécurité civile communale. On a ici et là, alors je crois que ce n'est pas systématique sur les départements de l'arc méditerranéen, mais des associations départementales, des comités feux de forêt et des réserves communales qui œuvrent justement à cette solidarité, à cette entraide, à cette collaboration opérationnelle des bénévoles qui composent ces réserves communales. Si je prends le cas des Bouches-du-Rhône, mais je sais qu'il y a ces associations sur l'Hérault, dans les Alpes-Maritimes, dans le Vaucluse par exemple, avec des niveaux d'organisation et de financement qui sont un peu divers. Mais si on prend le cas des Bouches-du-Rhône, c'est 2500 finalement bénévoles qui sont managés, pilotés, formés, préparés et potentiellement mobilisés et gérés le jour J en appui intercommunal. On a également au niveau des conseils départementaux, et là je cherche Yannick Dorginier du Regard, certaines expériences comme Force 06, cette force risque catastrophe environnement qui est un service du conseil départemental qui regroupe plus de 200 personnes sur 15 sites du département et qui a vocation, alors comme son nom l'indique, à œuvrer plutôt sur la partie feu de forêt en termes de surveillance, mais qui intervient quels que soient les événements majeurs en appui et en soutien des territoires impactés sur le retour à la normale au travers de ces 200 personnes mobilisées qui ont également des équipements légers à disposition et des engins de travaux publics qui peuvent être mis à disposition. Au niveau de l'État, il est évident, et on l'a dit dans l'intervention du préfet, que l'État se doit de venir en soutien aux territoires impactés et d'apporter, au travers du centre opérationnel départemental, et on le verra tout à l'heure au niveau zonal, l'appui en termes de moyens nécessaires et en termes de secours nécessaires. Il a été créé en 2011 une mission spécifique sur les inondations que l'on pensait, nous, service de l'État connu de tous, mais qui a une montée en puissance, pour le dire de façon diplomatique, hétérogène sur le territoire et qui a été saisie plus ou moins par les services départementaux de l'État et qui est plus ou moins connue aussi par les collectivités. Et pourtant, à travers cette mission départementale, qui est finalement un expert technique, un appui technique du préfet pour préparer et gérer au mieux les prises de décision en temps de crise, cette mission ne peut être auto-centrée dans les services de l'État. Les textes l'ont écrit comme ça. C'est une mission qui prend son cœur et ses forces de frappe en DDT de façon interservice, ce qui est en termes de solidarité interservice, je pense qu'on a également des progrès à faire à tous les niveaux, au service de l'État et collectivités, mais qui normalement est intégrée à la DDT en interservice et qui apporte cet appui. Elle se doit en préparation de développer, capitaliser la connaissance disponible, de la formaliser, formater sous un format utile à la gestion de crise, des scénarios, des cartes, des possibles en termes de situation événementielle, d'enjeux touchés, de conséquences attendues, de ce que nous a enseigné le retour d'expérience, des forces et des fragilités des territoires, et puis en période de crise, arriver à interpréter ce que dit Météo France, ce que disent les services de prévention des crues, ce qu'ils ne disent pas quand ils sont en aveugle sur des bassins non réglementés, et puis essayer de conseiller au mieux pour la prise de décision et d'entamer des démarches de retour d'expérience. Mais toutes ces actions-là, si elles ne se font pas avec les collectivités, je dirais, elles perdent un peu de leur sens et de leur performance. Et finalement, la mission référent départemental inondation, et pour moi et pour bien d'autres, et je pense que Pascal Belin et François Giannocaro pourront intervenir là-dessus, la nécessité d'avoir un réseau aujourd'hui de référents territoriaux inondations qui prennent leur cœur au niveau des collectivités et qui sont mis en musique peut-être par la mission RDI des services de l'État et qui doivent œuvrer au quotidien pour mieux se préparer ensemble et mieux gérer et avoir une vision la plus claire possible de la situation en situation dégradée et en phase d'événement. Je pense que le chemin est long là-dessus, mais qu'il faut œuvrer en ce sens avec l'aide notamment des SDIS, bien sûr.
Au niveau de la région, on voit également des solidarités et des entraides qui s'expriment lors d'événements, bien sûr. Les conseils régionaux, notamment PACA sur l'événement de janvier 2014 et des Alpes-Maritimes en 2015, viennent en appui, en action solidaire pour soutenir techniquement et financièrement des actions de remise en état, des travaux d'urgence, mais pas que. On a sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur PACA des démarches très fortes de soutien à des démarches un peu innovantes de gestion intégrée des risques naturels en territoire de montagne où les situations sont complexes en matière d'anticipation et de réactivité face à un événement. Et puis on a également un cas emblématique qui a été cité, le cas de la région PACA qui a soutenu dès son origine de façon très forte au niveau financier le projet Rythme qui a consisté à installer de nouveaux radars, donc avoir une meilleure vision de ce qui pouvait se passer en termes de pluviométrie et à proposer aux communes un service gratuit H24 qui permet de visualiser l'événement en termes de pluie qui tombe, d'en qualifier une gravité, de le transformer en débit et d'avoir une anticipation suffisante ou en tous les cas intéressante pour anticiper des crues potentielles de certains cours d'eau et affluents. Aujourd'hui, ce système-là est opérationnel, a été soutenu en formation et certains d'entre vous ont été formés et a été en partie absorbé par Vigie Crue Flash dont vous avez pu entendre parler, qui est pour l'instant moins étendu en termes de versants concernés et puis qui n'a pas pris malheureusement toutes les fonctionnalités, mais ça va venir. Et puis l'échelle interrégionale peut également se saisir de cette nécessité d'entraide intercommunale dans la gestion de crise. Il y a bien sûr l'état-major de zone que j'ai cité, qui va venir du coup quand on a des événements catastrophiques qui dépassent les capacités en termes de moyens du département, va venir mobiliser des moyens supplémentaires, notamment pour les litroyages et pas que. Et puis on a cette nouvelle mission, donc créée l'an passé par le préfet de zone, qui vise à travailler de façon décloisonnée sur ce sujet, travailler en interministériel. Je le disais, on a aussi au niveau des services de l'État déjà avancé, puisque les acteurs de la sécurité civile et de la prévention avaient quelques synergies, mais ça reste perfectible, et puis qui a pour vocation de partir d'actions concrètes de terrain pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'innovant, de performant, et voir en quoi on peut le démultiplier sur le territoire. C'est dans ce cadre qu'on a de nombreuses collaborations avec le syndicat de l'argent sur différentes thématiques, je citerai après. Et bien sûr, on souhaite à cette échelle, même si la solidarité à cette échelle n'est pas facile, mais pouvoir peut-être mobiliser certains territoires qui sont plus experts sur certaines problématiques de la gestion de crise au service d'autres, et puis surtout partager les expériences et les pratiques. Et expérimenter de nouvelles choses sans partir d'un cadre réglementaire forcément. Et enfin, pour finir, puisque j'ai vu un petit panneau à la fin, je le disais, il y a des échelles différentes, on en a parlé. Il y a des formes qui dépendent également des temporalités. Si on distingue 3 temps, avant, pendant l'événement symbolisé par cette petite étoile et après, sur l'avant, on est vraiment dans cette nécessité d'améliorer l'anticipation locale à quelque échelle que ce soit, de la commune, l'intercommunalité, le département. On a une pièce qui est quand même l'amélioration de la connaissance. Et là, on peut développer des coportages d'études en intercollectivité et en partenariat avec l'État. Ça se fait sur le département du Var, notamment sur le GAPO, sur le Préconil. On peut améliorer les systèmes de vigilance et d'alerte et avoir une action portée par une intercommunalité sur ce point ou par un syndicat. On a parlé d'actions qui sont prévues dans le cadre des papilles là-dessus. Et puis, il y a quand même un besoin très fort d'avoir aussi, alors on a parlé de Predict, ça peut être une solution d'avoir un prestataire privé, mais qui vienne à interpréter cette galaxie, je dirais, d'outils de surveillance, de vigilance et d'avertissement qui se développent et pouvoir savoir quelle est la bonne donnée à regarder, en quoi ces outils sont complémentaires et qu'est-ce que je peux dire des données que je reçois. Et là, c'est vrai que la solidarité et une expertise mutualisée au niveau des collectivités est quand même souhaitable, même si individuellement,
individuellement, chaque collectivité se doit d'avoir une certaine autonomie d'interprétation. S'il peut y avoir un appui mutualisé, c'est mieux. La planification, on en a parlé, les PCS, bien sûr, les PICS, mais je l'ai dit tout à l'heure à demi-mot, c'est vrai qu'avant de parler d'intercommunalité, et on en discutait avec François Génocaro, il est important que les structures intercommunales réfléchissent à leur propre organisation, à un appui possible de cellules d'appui à la gestion de crise mutualisée comme on a ici, mais comme on peut avoir ailleurs sur le territoire d'Aix, par exemple. Et puis réfléchissent également à la place des syndicats. Quelle est la place des syndicats aujourd'hui dans la gestion de crise? Jusqu'où aller, jusqu'où ne pas aller en matière de responsabilité, par exemple. Sur la planification, ce que je peux vous dire du retour d'expérience d'exercice qu'on a mené, c'est qu'au niveau des planifications départementales et zonales, il faut aussi les optimiser pour intégrer cette échelle intercommunale. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les cercles d'expertise et dans les cellules d'expertise et d'appui communal qui sont prévus, on a très peu d'intégration des syndicats et des intercommunalités. Ça se développe, mais en tous les cas, c'est peu formalisé. Conscience et culture du risque, il y a tout un champ bien sûr et il y a pas mal de choses qui se font déjà là-dessus. Sur la préparation à la gestion de crise, on a parlé de planification, mais l'exercice et l'entraînement sont fondamentaux. La montée en compétences, l'acquisition de certains réflexes et d'un certain vernis technique également. Et là, c'est pas apporté en individuel par les collectivités, c'est trop consommateur, ça perd de l'intérêt parce qu'on n'a pas cette approche croisée et ces échanges de profils et pluridisciplinaires qui sont importants. On va travailler avec le syndicat de l'argent, avec l'entente de Valabre, avec le CEREMA, avec l'ENSOSP et l'IRMA, à essayer de proposer un catalogue de formation au niveau de l'arc méditerranéen, un petit peu complet, et de proposer des modules également qui vous seront mis à disposition pour travailler ensemble sur cette montée en compétences. Sur les exercices, il y a des conduites d'exercices qui sont pilotées par des syndicats, par des intercommunalités, etc. Il y a des choses intéressantes qui se font, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes avec l'IRMA, et on pourrait développer ça sur l'arc méditerranéen. Ce sont des cellules d'entraînement mobile. Plutôt que chacun s'investisse sur la préparation et le management d'exercices, on pourrait faire ça. Sur le pendant, il y a également de la solidarité qui s'exprime. J'ai bien vu le panneau qu'il faut de conclure et j'irai très vite. Je l'ai dit, l'expertise et l'aide à la décision peut être mutualisée. Sur la gestion opérationnelle, insister également sur ces postes de commandement de secteur, ces postes de commandement avancés, où là peut vraiment se piloter cette solidarité intercommunale. La place des syndicats et des intercommunalités en COD, j'en ai parlé. Et sur le poste événement, alors ça c'est vraiment ce qu'on voit du retour d'expérience de terrain et c'est là où ça s'exprime le plus, cette gestion intercommunale et cette entraide. Je dirais qu'on a encore fort à faire sur le post-événement et sur cette notion de guichet unique et dématérialisé qui permettrait en intercommunalité d'être plus fort en appui des administrés, des entreprises qui ont été touchées pour les aider à monter des dossiers d'indemnisation et à avoir un bilan fiable des conséquences et du coût de ces conséquences. Le retour d'expérience bien sûr, mais j'en ai parlé avec le RRGMA. Donc on voit que c'est sûr, c'est une évidence, cette solidarité intercommunale, qu'on n'a pas de standard et peut-être tant mieux, mais que tout est à construire, que c'est en développement, que ça avance très vite et qu'on a intérêt de partager comme aujourd'hui et d'agir ensemble parce qu'on sera plus efficace, plus opérationnel et c'est dans le sens de ce qu'il faut faire. J'en ai fini et je vous laisse aller regarder la page Arc Méditerranéen pour regarder ce qui se fait et peut-être être force de proposition sur de nouvelles actions. L'objectif étant de développer des actions sur le territoire, vous l'avez compris, pour en faire bénéficier l'ensemble de l'Arc Méditerranéen, soit 23 départements. Merci Ghislaine.